Ce webinaire sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la prévision des ventes démarre. Nous sommes heureux d'accueillir notre partenaire Colibri SNOP, donc Sales and Operation Planning. Et aujourd'hui, nous avons Cédric Hutt qui est avec nous, qui va se présenter et qui a une longue expérience dans les SNOP. Et c'est pour ça que ce webinaire va être riche, puisqu'on a un expert autour de la table et vous allez pouvoir lui poser beaucoup de questions sur un sujet dont on entend beaucoup parler, qui fait l'actualité, l'intelligence artificielle, et qui est vraiment en train d'exploser. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est comment l'intégrer justement, cette intelligence artificielle, dans la prévision des ventes, ce qui est important, puisque la prévision des ventes, ça conditionne beaucoup de choses sur votre activité dans le moyen long terme, que ce soit vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos organisations internes et bien évidemment des fournisseurs. Donc, moi, je me présente brièvement. Je suis Jean-Baptiste Fleck, je suis le président d'Alpe Supply Chain. Et donc, nous sommes une association régionale et nous réalisons ce type d'événements, des webinaires, mais aussi des conférences, des ateliers, des visites de ports, d'aéroports, d'usines et d'entrepôts. Et nous sommes ravis d'avoir cet événement aujourd'hui qui fait partie de la collection de nos 30 événements que nous organisons cette année. Voilà, je me suis présenté. Eh bien, à toi maintenant, Cédric, de te présenter et puis je te laisse dérouler la présentation. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. 61 personnes déjà connectées. Bravo Jean-Baptiste d'ailleurs pour l'organisation des événements. Effectivement, quelques années d'expérience dans la supply, la planification, le SNOP. Je m'appelle Cédric, je suis responsable offre produit chez Colibri. Je vais présenter brièvement Colibri rapidement en une diapo avant d'attaquer. Une petite précision, j'interviens auprès de la supply chain parce que je travaille au bureau de Lyon de Colibri et que j'habite moi-même dans l'Isère. Donc, il y a une logique à ce que j'intervienne effectivement dans la supply chain plutôt que Bretagne, Normandie ou Hauts-de-France. Je précise d'ailleurs que dans les participants, je crois que j'ai mes collègues dont Mehdi, j'ai vu passer sa connexion, qui est lui en charge de l'intelligence artificielle chez Colibri. Et donc, qui est là aussi pour m'aider ou me soutenir dans cette présentation. Le sujet, on va avancer, le sujet du jour, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les prévisions de vente. Je ne refais pas le travail de combien c'est important d'avoir des bonnes prévisions. Jean-Baptiste l'a rappelé. Je rappelle l'agenda de ce petit webinaire, une intro et vraiment, vous voyez les titres, on va y revenir, mais on va reparler de la définition et de ce que c'est l'IA et où ça peut intervenir dans le SNOP en général ou dans la supply. Et le cœur du sujet, évidemment, ce sera l'IA dans les prévisions, l'intelligence artificielle dans les prévisions, où est-ce qu'on s'en sert, comment on s'en sert, ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelles sont les difficultés et les solutions opérationnelles, c'est-à-dire les cas d'usage sur lesquels l'intelligence artificielle s'applique. Voilà. Et on a gardé, vous êtes nombreux, j'ai toujours un petit peu peur que les gens hésitent à prendre la parole quand il y a beaucoup de monde, mais voilà, n'hésitez pas, on a planifié du temps en fin de présentation pour de l'échange libre. Donc soyez pas timides et posez vos questions ou partagez vos expériences en fin de webinaire, on a prévu du temps pour ça. Rapidement, Colibri, simplement pour vous avez le background, je me présente moi et la société en même temps. Colibri, c'est un éditeur de solutions SNOP, donc évidemment, on ne travaille que là-dessus, nous. Donc un éditeur français qui existe depuis 10 ans, spin-off du groupe Viséo, qui est une grosse ESN française présente dans le monde entier. Voilà, Colibri, croissance rapide, 25% de croissance cette année. On est sur ce rythme-là depuis 10 ans. Vous voyez qu'on a plus de 100 clients. Quelques chiffres qui rappellent un peu qui est Colibri et peut-être ce qui n'est pas écrit là, mais le positionnement. Colibri, vraiment ce qui nous différencie peut-être ou nous identifie, c'est que notre positionnement, c'est de rendre les bonnes pratiques de la supply simples, faciles d'accès pour le plus grand nombre, ce qui nous a permis de devenir leader sur le marché PME ETI en France.
Et l'intelligence artificielle, précisément, c'est ce qu'elle permet, c'est de simplifier, d'automatiser, de faciliter les choses. Voilà. Moi, perso, ça fait effectivement plus de 20 ans que je travaille dans ce secteur-là. J'ai travaillé avec les deux cofondateurs qui sont connectés. Avant la naissance de Colibri, on travaillait déjà ensemble sur ces sujets-là, donc pas mal d'expérience sur le sujet et pas mal d'expérience en IA aussi, puisque ça a été même mes sujets de début de carrière. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas de parler tellement de nous, mais plutôt de parler d'intelligence artificielle. Donc, je ne reste pas trop longtemps sur cette diapo et je passe à la suite. Alors, j'ai mis volontairement un titre un peu provocateur, mais à la fin, c'est quoi? Parce que vraiment, enfin, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur l'intelligence artificielle. Et j'en peux plus d'en entendre parler tous les matins, tous les jours. Je ne peux pas ouvrir une news sans qu'on m'en reparle. Et alors, tout le monde en parle et personne ne sait vraiment ce que c'est, donc c'est assez intéressant. C'est presque assez typique. Donc, très rapidement, cette petite intro-là, il y a des définitions très variées de ce que c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, il faut juste assumer que les définitions sont variées. Il n'en existe pas d'officiel. Vous voyez, j'ai mis là dans les définitions, ça peut être quelque chose d'aussi général que alternative au raisonnement humain, ce qui, en gros, couvre à peu près toute l'informatique. Et ça ne me choque pas. Ça, c'est la définition. Alors, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, c'est la définition du Conseil de l'Europe. Hein. Voilà. Calcul complexe impossible pour l'homme, c'est une assez bonne définition. Ça laisse penser que l'homme n'est pas intelligent. Mais bon. Ou alors on le restreint à l'apprentissage automatique, qui est plutôt la définition que l'OCDE a adoptée. Donc, je cite ces grands organismes où on paye quand même des gens à réfléchir à ce genre de questions et ce genre de définition. Ce qu'il faut en retenir là, c'est qu'il n'y a pas de définition universellement reconnue. En ce moment, on parle de l'IA beaucoup lié à l'apprentissage automatique, voire même ce qu'on appelle au modèle de langage large. Donc, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, qui sont des applications très spectaculaires de l'intelligence artificielle, mais c'est très large. Et alors, je vais faire un petit peu l'ancêtre, mais en fait, on parle d'IA depuis à peu près qu'on parle d'informatique. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que dès les premiers travaux ont démarré dans les années 60, sachant que les premiers ordinateurs étaient arrivés 15 ans avant, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe depuis le début. Par contre, c'était beaucoup moins populaire parce qu'il y avait peu d'applications grand public, on va dire. Raisonnement symbolique, algorithmique. Voilà. On a vraiment, hein, ça fait partie, si vous avez entendu parler de Turing, du test de Turing, des automates, etc., c'est vraiment des questions qui sont au centre de la recherche en informatique depuis toujours. Et on a tendance à penser que c'est quelque chose de nouveau, mais quand vous utilisez votre GPS et qu'il vous calcule le meilleur chemin pour entrer chez vous, c'est quand même des calculs sacrément compliqués. Une optimisation de tournée, il continue à y avoir de la recherche aujourd'hui sur ces sujets-là. On peut considérer que c'est de l'IA parce que c'est extrêmement complexe à faire et que ça en fait partie aussi. Ce qui est notable, c'est que ce qui a changé, c'est que je ne peux pas me lever tous les matins. Enfin, ce matin, j'avais d'autres news, mais sinon, on nous en bassine tout le temps. Donc, il y a une accélération, une diffusion au plus grand nombre, facilitée par les très grandes masses de données sur lesquelles on peut entraîner ces fameuses intelligences artificielles, et que donc tout le monde en parle et tout le monde se demande ce que c'est et à quoi ça pourrait bien servir, est-ce qu'on peut s'en servir. Et donc, ça, c'est une introduction un peu longue, mais pour bien qu'on ait en tête que l'IA, ça couvre beaucoup de choses et qu'il peut y avoir des gens qui vont prétendre en faire alors qui font la même chose qu'il y a 10 ans, et c'est pas grave, et d'autres gens qui vont effectivement être plus dans l'utilisation de choses nouvelles. Concrètement,
Il y a différents types d'IA. Alors, il y en a un très grand nombre, et là, on s'est concentré. Ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement, une diapo que j'ai piquée à Colibri, enfin, que je réutilise de Colibri, mais il y a tout un tas de domaines d'application qui ne concernent pas la supply, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, puisque ce n'est pas central. Ce qui est important ici, c'est quels sont les différents types d'intelligence artificielle, parce qu'il y en a vraiment de différents types. L'apprentissage, qui est quelque chose dont on parle quand même depuis un bon moment. L'apprentissage, c'est quoi, hein, rapidement, parce que ce n'est pas un cours sur l'IA qu'on veut faire ici, c'est vraiment les cas d'usage, mais l'apprentissage, c'est d'utiliser un système qui essaye d'apprendre des expériences passées, quelles sont les meilleures façons de faire. Et vraiment assez typiquement, on en reparlera, mais en prévision, on va apprendre au sens, on va regarder quelles sont dans le passé les méthodes de prévision qui auraient été les plus efficaces ou qui ont été les plus efficaces. Et on s'en sert pour dire, visiblement, c'est celle-là qui fonctionne le mieux, cette méthode-là. C'est donc sans doute elle qui fonctionnera le mieux dans le futur. Hein. On est toujours un petit acte de foi au centre de l'apprentissage qui est de dire on pense que ce qui a le mieux fonctionné dans le passé est sans doute ce qui fonctionnera le mieux dans le futur. Ça, c'est vraiment le numéro 1 d'utilisation dans la supply, qui est l'apprentissage du comportement des ventes pour essayer de les projeter. Alors, du comportement des ventes de manière intrinsèque, mais également en intégrant des variables externes, en faisant des corrélations. J'y reviendrai, hein, mais c'est toujours de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on regarde dans le passé, on se dit, ah ben tiens, c'est marrant, ces deux trucs ont toujours été synchronisés, déphasés, ça c'est idéal, hein, c'est-à-dire que, pour prendre des exemples, c'est marrant, mais alors, 3 mois après la vente d'imprimante, on vend des cartouches, ça, c'est fou, hein, c'était les travaux d'Amazon il y a longtemps, ça, mais de découvrir des corrélations entre produits ou avec des facteurs externes, c'est fou, comme à chaque fois qu'il y a des événements de foot, on vend beaucoup de pizzas et de bière. Corrélation connue et mesurée régulièrement. Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on regarde dans le passé, on se dit, ah ben tiens, on voit bien qu'il y a des choses qui semblent liées entre elles. Et j'ajouterais, on en reparlera également, le regroupement intelligent, c'est-à-dire l'analyse du comportement, typiquement des ventes encore, hein, mais ce n'est pas que dans les ventes, c'est le sujet du jour, mais dans la prévision, mais c'est de se dire, tiens, il y a des choses qui ont l'air de se comporter pareil, mettons-les dans le même paquet pour les analyser ensemble. Donc ça, c'est vraiment une grande famille. L'apprentissage, c'est une grande famille de domaines d'application. Et typiquement, quand vous utilisez un logiciel comme Waze, il y a une partie d'apprentissage dedans, hein, et une partie de prévisibilité. Il y a également l'étape d'après, ça fait le lien, d'optimisation, hein, de choisir le chemin le plus court, mais pour estimer la durée d'un trajet, Waze utilise massivement, Waze ou Google Maps, ou tous les logiciels quasiment de navigation, utilisent massivement l'apprentissage, c'est-à-dire cherchent des corrélations. Et dans le cas de Waze, par exemple, ils essayent de deviner les bouchons, simplement en regardant combien ils ont d'utilisateurs sur la route et en se disant ça va bientôt boucher. Parce que dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu beaucoup d'utilisateurs connectés sur ce tronçon de route, il y avait des bouchons 1 heure après à l'entrée de l'agglomération suivante. L'autre grand domaine qui existe depuis longtemps et qu'on n'appelait pas IA pendant longtemps, mais qui en fait partie, c'est tout ce qui va parler d'automatisation ou d'optimisation. Donc, on va parler de stock de sécurité si on parle de supply chain. On a de la prévision, mais on sait qu'on peut se planter. On a des appros ou de la prod, mais on sait que ça peut ne pas être fiable. Donc, on a besoin de se mettre des petits matelas de sécurité, dimensionner ces matelas. C'est des calculs assez compliqués qui font appel à beaucoup de choses et qui font le lien aussi avec la partie prévision, parce que l'incertitude, il faut la mesurer. Ça fait partie de ces choses que les dernières techniques d'IA permettent d'automatiser ou d'optimiser. Et puis tout ce qui est automatisation de plans, hein, c'est-à-dire que vous faites des plans d'appro, vous voulez faire du camion complet, respecter vos capacités de production, optimiser votre transport, optimiser vos tournées, j'en parlais tout à l'heure, l'optimisation de tournées est un problème atrocement compliqué. Tout ça, ça fait partie quand même
dans une définition large, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Ça n'est pas de l'apprentissage, c'est vraiment de l'algorithmie, mais c'est des choses qu'un homme ne sait pas faire. Pour reprendre la définition ce sont des tâches complexes qu'un homme ne sait pas faire, ça rejoint un automate qui joue aux échecs, c'est-à-dire que les premiers programmes qu'ont battu les humains aux échecs ne faisaient pas d'apprentissage ou d'intelligence artificielle, c'était vraiment de l'optimisation brutale, c'est-à-dire de l'exploration de tous les coups possibles et imaginables. Une petite part d'apprentissage quand même, mais dans l'évaluation des positions, mais c'était vraiment de l'optimisation massive, mais qui a démontré qu'on pouvait être supérieur à l'homme pour ces tâches-là. Et puis même d'autres choses un peu plus simples, de l'apprentissage des actions utilisateurs, de l'automatisation, de l'alerte, des choses comme ça. Donc simplement ce qu'on appelait pendant longtemps aussi de la statistique ou des choses comme ça, ou de la proba, qui rentrent dans ce gros paquet-là. Et ce pourquoi on nous bassine tous les jours avec l'IA, c'est effectivement l'utilisation de l'apprentissage et de certains modèles d'apprentissage, les réseaux neurones, etc., appliqués au langage, à l'analyse de texte ou d'images ou de sons, c'est beaucoup de textes dont on parle en ce moment, qui permettent de faire des assistants. Alors, je suppose, je ne vous vois plus parce que j'ai mon PowerPoint, mais je suppose que tout le monde ici a déjà utilisé ChatGPT ou Copilot ou quelque chose qui ressemble à ça, parce qu'il y en a d'autres. C'est très spectaculaire parce que enfin, on a réussi à faire des IA qui semblent comprendre le langage naturel, la langue qu'on parle, et de répondre, de reformuler les questions qu'on lui pose et d'y apporter une réponse. Donc ça, c'est très spectaculaire, c'est ce qui fait qu'on en parle beaucoup parce que c'est tout simplement très impressionnant. Ça passe le test de Turing, c'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui discutent avec des IA pour se remonter le moral, qui posent des soucis éthiques, mais c'est un autre sujet. Et appliqué dans nos domaines d'intérêt commun, ça va nous permettre de faire du support intelligent à l'utilisateur, c'est-à-dire comment je fais ça, si vous êtes dans une application par exemple, que ce soit un logiciel spécialisé comme le nôtre ou Excel. Aujourd'hui, il y a un Copilot 365. Si vous ne savez plus faire un tableau croisé ou je ne sais pas quoi, calculer une médiane dans votre Excel, vous pouvez demander maintenant à un assistant de vous générer la formule à partir d'une description textuelle. C'est pas mal utilisé aussi en programmation, mais dans la supply, ça va vous permettre de piloter ou en tout cas de vous rappeler ou de demander comment faire telle ou telle tâche, voire de piloter l'application, c'est-à-dire non seulement comment je fais pour calculer une médiane dans Excel ou comment je fais pour détecter les valeurs suspectes dans mon logiciel, mais même de lui demander de le faire, quelle étape d'après, qui est de dire fais-le moi. Au lieu de m'expliquer sur quoi je dois cliquer, fais-le moi. Voilà. Et puis, l'analyse complexe contextuelle, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus loin, de se connecter à Internet, au grand Internet mondial, et d'aller chercher des informations. On a fait on a participé à un petit concours, on a participé à un petit concours de prévision récemment, au moins sur la partie qui ne nous obligeait pas à livrer nos sources en tout cas, et sur lequel on est arrivé très vite, très bien classé. Et effectivement, dans les choses qu'on a faites, on s'est dit, tiens, il y a des anomalies, on ne savait pas les données qu'on analysait, on ne savait pas d'où elles sortaient, elles étaient anonymisées, et on voyait des gros pics de vente, et on a essayé de se dire, c'est peut-être des fêtes nationales, c'est peut-être pas un jeu de données français. Voilà, donc c'est très très pratique aussi d'être capable de demander à un assistant quelles sont les fêtes qui génèrent des pics de vente en Chine ou en Inde ou aux États-Unis, quelles sont les dates, est-ce que tu peux me superposer ça à mes ventes, est-ce que tu peux me dire s'il y a corrélation. Ça, c'est l'étape d'après qui est vraiment de faire de l'analyse complexe et contextuelle. Et il y a d'autres domaines de l'IA dont je ne parlerai pas, qui sont liés au temps réel, des choses comme ça, qui nous concernent peu. Alors, je veux dire, le fait que les voitures sachent conduire toutes seules a peu d'impact sur les prévisions de vente. Ça, c'était vraiment ma partie introduction IA. Jean-Baptiste, je vais passer à la partie vraiment prévision des ventes. Donc, s'il y a des questions générales, n'hésite pas. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Donc, tout le monde dort.
Non, 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 non. Les personnes ont déjà contribué. Elles utilisent déjà les outils d'assistant intelligent Ouais. conversationnel. Elles m'ont déjà mis un peu ce qu'elles utilisaient, du chat GPT, du copilote, de la solution interne, parfois proposée par l'entreprise. Donc, effectivement, on a des participants qui sont plus ou moins utilisateurs. Très bien, ouais, ouais, c'est intéressant d'ailleurs parce que il faudrait que j'affiche le chat. Je peux le voir. La partie précisément assistant enfin, on voit que tout le monde s'en sert beaucoup maintenant. Alors, on va attaquer la suite. On va parler du cœur du sujet qui est l'IA dans les prévisions de vente. Et là, on sait faire beaucoup, beaucoup de choses. Premier sujet, ben, ça peut servir à quoi? On va quand même euh, dégrossir. Ça peut servir à quoi? Ben, à prévoir, incroyable. Hein. En prévision de vente, l'IA elle va permettre de prévoir. J'enfonce une porte ouverte. J'avais hésité à mettre une porte ouverte, même sur ma diapo, mais ça va mieux en le disant. À prévoir quoi? Ben, à prévoir les ventes. Alors, les ventes régulières, ça c'est ce qu'on fait depuis vraiment longtemps et j'y reviendrai. Ce n'est pas une nouveauté récente. Le fait que l'IA permette de prévoir les ventes, effectivement, c'est de proposer, de faire un calcul qui vous dit, voilà, d'après l'IA, les ventes, ce sera ça dans les mois qui viennent. Donc pour les ventes régulières, ça fait vraiment longtemps qu'on est performant, pour le dire simplement, le on étant la communauté. Hein. Euh, Plus compliqué, des changements de niveau, des changements de tendance qui sont plus compliqués à calculer et que les méthodes traditionnelles ont plus de mal à capter. Détecter ou gérer les cycles de vie, un produit qui arrive en fin de vie, prévoir son atterrissage, être capable de savoir quand est-ce qu'il ne se vendra plus ou vraiment qu'il passera en dessous d'un certain seuil. Plus compliqué, les démarrages. Un démarrage produit, une vraie innovation. Hein. Comment on fait pour deviner les volumes. Donc, l'IA peut aider, basé sur la description du produit et sur des analogies. Ça fait partie, en tout cas, du périmètre de ce que l'IA peut apporter. En aide ou en calcul, hein, de toute façon, c'est un peu comme un assistant conversationnel, c'est-à-dire que les IA vous proposent quelque chose et vous en disposez. Et on verra justement sur les cases de droite. Et puis, ben, ce qui, pour certains d'entre vous, est sans doute l'enfer, c'est-à-dire que les prévisions fond de rayon, ça va, c'est pas compliqué. Tiens, la date est fausse. Par contre, ben, tout ce qui est événement, promotion, pour ceux d'entre vous qui ont de la promotion, c'est un enfer. En général, c'est un enfer. Enfin, vous me dites hein, si c'est pas le cas, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à prévoir et En même temps, Cédric, j'ai l'impression qu'on oppose faire. deux prévisions, celle qui est qualitative de celle qui est quantitative. Parce que la qualitative, elle va venir du terrain. Les gens, ils connaissent leur marché, leur métier. Et les Et oui, commerciaux, ils ont quand même le nez creux. Ils ont quand même des informations de la matière première exactement. qui, dans le processus SNOP, sont confrontés à ces modèles quantitatifs. Exactement. Exactement. Et alors, ça me fait mais tellement bien la transition sur la case d'après. Alors, je rappelle à nos spectateurs que nous n'avons pas répété avec Jean-Baptiste, Non, mais, c'est live. mais c'est du live. Mais effectivement, on propose, mais la meilleure IA du monde ne peut pas savoir que dans votre coin, vous avez décidé de faire une promo. Voilà. Si vous ne lui dites pas qu'il y en aura une, il ne le saura pas. La meilleure IA du monde ne peut pas être au courant des échanges qu'il y a entre un gestionnaire de compte clé et son client, qui lui dit oui, oui, c'est bon, on va développer les ventes. Voilà. Donc évidemment, que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle ne remet pas en cause l'aspect humain, alors qui est souvent quantitatif aussi, mais qui est peu importe, ça a des noms, du audit forecasting, mais qui est la contribution humaine. Tout comme quand vous utilisez, je reprends mon analogie Google Maps, hein, mais Google Maps vous dit, bon, je te propose 3 trajets, fais comme tu veux, ou tout comme c'est Waze qui fait ça. Ou tout comme vous avez parfaitement le droit de modifier un trajet ou d'en sortir et les systèmes réagissent et vous proposent de s'adapter au trajet que vous avez fait. Donc évidemment qu'on ne s'enferme pas dans un système où on dit c'est l'IA qui pilote.
on peut et on doit très souvent contribuer. Et j'y reviendrai, je vais refaire une petite boucle, mais c'est l'intérêt de l'étape d'après, qui est d'alerter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer des prévisions très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est en plus de calculer des prévisions, c'est de dire, ouais, celle-là, c'est pas la peine de s'en occuper, c'est vraiment business as usual. Voilà, c'est hyper régulier. Je sais pas ce que j'ai comme exemple des ventes de farine qui sont une régularité de métronome sur des années avec une légère tendance à la hausse pour le bio, mais rien d'incroyable. C'est avec une petite saisonnalité. Ou le chocolat noir. Tiens, j'ai fait une mission il y a longtemps avec Nicolas, je crois. Pour les chocolats, pour un grand fabricant de chocolat, le chocolat noir, ça a l'air d'être une drogue dure, c'est-à-dire que les gens le consomment de façon hyper régulière, c'est hyper facile à prévoir, hors promo ou hors innovation de produit. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller passer du temps à vérifier ces prévisions-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est en complément du calcul, d'être capable d'alerter sur les difficultés des changements de comportement, c'est-à-dire que il semblerait que ce produit qui était à la hausse depuis des mois et des mois soit à la baisse ces derniers mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une alerte. Il semblerait qu'on soit à côté de la prévision, on fasse des grosses erreurs de prévision. Alerte. Il semblerait que, et donc dans les alertes, il y a, vous avez donné une opinion très différente. Voilà, on a un retour terrain qui est très différent du calcul. Alerter, analyser et dire c'était très différent, mais c'était quand même le calcul qui avait raison, ce qui arrive. Ou au contraire, les contributions de tel utilisateur sont excellentes, il est à chaque fois bien meilleur que le calcul. Et donc ça fait partie, c'est une IA qui est peut-être moins brillante, mais ça fait partie du package, si je peux dire, qui est de compléter le cœur du réacteur avec les fonctionnalités de support autour qui sont de vous aider à exploiter ces résultats-là, de vous aider à savoir ce qui est fiable, ce sur quoi il n'y a pas à passer de temps et ce sur quoi il faudrait passer du temps. Prévision difficile. Prévision difficile, c'est quoi? C'est on ne sait pas si cette prévision est bonne. Et je reviens du coup sur un sujet important qu'on passe tellement trop souvent sous silence, qui est qu'une prévision de vente, c'est que vraiment, c'est que la moitié de l'histoire. Hein. Dire, je pense que je vais vendre 200 pièces le mois prochain, sous-entendu, j'ai autant de chances d'en vendre plus que d'en vendre moins, c'est une prévision médiane, ou en moyenne, je vais en vendre 200, mais c'est qu'une partie de l'histoire. En fait, la deuxième partie de l'histoire qui est quand même hyper importante pour la supply, c'est je suis sûr que ce sera entre 180 et 220, information vitale, je peux faire du stock, je peux anticiper, c'est pas grave, je suis sûr de mes ventes. Ou au contraire, je pense que je vais en vendre 200, mais ce sera quelque part entre 20 et 4000. Quoi. Et là, innovation produit, hein, typiquement, à un moment donné, même les IA vous génèrent une proposition, mais qui a une incertitude gigantesque, parce que moins de données pour s'entraîner. Et donc, ça, c'est une information importante. Sur une incertitude comme ça, il y a des décisions supply qui sont vitales, qui est de se dire, là, si j'ai une prévision qui est très incertaine, je produis ou j'approvisionne en juste à temps, si j'étais sur un exemple industriel, ou peut-être que je négocie de réduire les délais d'appro pour être capable de réagir à la demande réelle quand je la verrai arriver. Et en production, je ne vais pas anticiper des productions ou des appros sur un produit dont les ventes sont très incertaines. Je vais plutôt faire du stock sur les produits sur lesquels les ventes sont certaines, parce que je suis sûr de ne pas me tanker pour 10 ans ou de ne pas être obligé de détruire mes produits. Et je vais garder en production vraiment au dernier moment les produits très incertains. Donc l'incertitude, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et donc l'IA permet également non seulement de faire une prévision, mais de sortir un indice, une corrélation, un intervalle de confiance en disant, voilà, il y a 50% de chances qu'on soit dans ces bornes-là. C'est hyper important. Et donc, on peut alerter aussi en disant, attention, là, on a bien une prévision, mais l'intervalle de confiance, il est gigantesque. Donc, prenez des décisions en fonction de ça. Et il y a expliquer. Donc, on prévoit, il y a expliquer. Et expliquer, effectivement, qui est de se dire comment se fait-il que je me sois planté dans ces prévisions-là. Et ben, c'est
C'est le key account manager qui s'est enflammé et qui a pensé qu'il allait vendre 2 fois plus parce qu'il avait vendu 2 fois plus parce qu'il avait vendu 2 fois plus le mois dernier. Pourquoi on avait vendu 2 fois plus le mois dernier? Il a fait extrêmement beau. Voilà. Donc je reviendrai sur des exemples comme ça, mais il y a effectivement prévoir qui est le cœur vraiment de ce qu'on veut faire, mais alerter, expliquer sont des choses qui sont que j'appelle des fonctions de support qui sont importantes et que je mets un peu dans le package IA, même si euh, c'est plutôt des calculs relativement simples, mais en tout cas, qui sont indispensables pour accompagner une IA qui aura tendance à faire des calculs qui sont difficiles à comprendre, à redécortiquer. Merci pour le lien pour le concours, Jean-Baptiste, d'ailleurs, je vois ça. Alors. Nous avons quelques questions. Est-ce que tu veux déjà y répondre ou tu préfères y répondre? Ouais, justement, j'étais en train de les regarder. On y reviendra sur les IA. J'y répondrai dans la suite et sur les cas pratiques, parce qu'en fait, si vous vous souvenez, la troisième partie, c'est les cas pratiques. Là, je suis vraiment encore dans ce à quoi ça peut servir, mais concrètement. La gestion des reports de jours fériés, c'est compliqué en agro, c'est compliqué quand on est à la maille jour, Céline, je sais. Et oui, ça peut aider. Et ça fait partie effectivement de ce qu'on va voir. Pour la partie prévision, ce point-là aussi que je voulais. Oh là 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 là. Pardon, excusez-moi, j'ai touché la roulette de ma souris. Simplement aussi pour remettre un peu de contexte, on sait déjà faire depuis longtemps un tas de choses qu'on n'appelait pas IA parce que c'était pas la mode et que les gens ça les intéressait pas de se dire qu'ils utilisaient de l'IA. Voilà. Les prévisions, hein, ça fait un siècle qu'on en fait. En fait, ça fait 10 000 ans qu'on fait des prévisions parce qu'on est bien obligé d'en faire. Ça fait un siècle que c'est à peu près formalisé avec des formules moyennes, lissage, régression. Voilà, on parle de lissage exponentiel, des trucs qui ont des mots très très savants. Lissage exponentiel, il a 111 ans, je crois. Donc c'est pas vraiment un truc nouveau. Les modèles les modèles de type lissage exponentiel, double, triple, avec de la saisonnalité, qui font quand même, j'y reviendrai, qui font quand même des prévisions correctes. Ça date des années 70. Donc, c'est des choses sur lesquelles on progresse de façon continue. Il n'y a pas de révolution. En fait, le cœur de mon message, il est là. Il n'y a pas de révolution par rapport au calcul de prévision. Les assistants, c'est autre chose. Le calcul de prévision, en fait, on est en progrès régulier et on l'a vu avec le concours dont Jean-Baptiste a mis le lien. Le fait de se dire, tiens, je vais faire de l'apprentissage, j'ai des méthodes de calcul de prévision, lissage exponentiel, simple, double, triple et d'autres méthodes qui sont apparues ces 20 dernières années, on va dire. Et puis ces méthodes ont des paramètres, pour ceux qui ont déjà joué avec les lissages, des coefficients de lissage qui sont compliqués à comprendre. Et ben, en fait, le fait de se dire j'essaye toutes les valeurs, soit j'essaye toutes les valeurs, ça, je suis un petit peu plus fin, mais je cherche quelles sont les valeurs qui auraient donné les meilleures prévisions, typiquement de l'apprentissage, hein, c'est-à-dire que je fais une optimisation dans le passé par rapport à une qualité de prévision que j'aurais eu en sortie. C'est des choses qui existent depuis 20 ans, 30 ans. Qui existe depuis le début de Colibri, par exemple. Voilà. Et tout ce qui va avec, et là j'ai juste mis des mots-clés, et ceux que ça intéresse pourront soit poser des questions tout à l'heure, soit éventuellement creuser un peu le sujet, mais la théorie de l'information, l'analyse de l'incertitude, ce terme overfitting qui caractérise la prévision en supply chain, c'est-à-dire le fait qu'on a beaucoup trop de variables par rapport à l'historique utilisable, donc on a tendance à faire un calcul qui colle très bien à l'historique. Voilà, une formule, un modèle qui colle très bien à l'historique, mais qui en fait, comme prévision, se contente de reproduire l'historique et donne pas une très bonne prévision. L'overfitting a été formalisé dans les années 20. Donc tout ça sont des choses qu'on ne découvre pas, c'est ça que je veux dire. On a des progrès. Les séries temporelles, ça existe depuis longtemps. Le choix des meilleures méthodes, ça existe depuis longtemps. Ce qu'on a, effectivement, c'est qu'on continue à améliorer ça et à étendre le nombre de méthodes et à choisir automatiquement la meilleure méthode parmi tout un paquet. Tout ça n'est pas nouveau, c'est du progrès régulier en calcul de prévision. S'il faut retenir une chose, c'est ça. En calcul de prév, il n'y a pas de révolution. On est dans de l'évolution.
Ce que je propose, parce que le temps passe et qu'on veut garder du temps pour la suite, on va passer, pourquoi ça ne marche plus, voilà, sur les cas concrets, qui est ce que vous pouvez en attendre. Une petite diapo qui fait le lien avec ce que je disais. On a un frein dans l'utilisation de l'IA en prévision, en supply. On a un frein qui est la disponibilité et la qualité des données, depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête, c'est-à-dire que le meilleur algo de machine learning, d'intelligence artificielle, s'il travaille sur des données moisies, il vous donne un résultat moisi. C'est mécanique et c'est facile à comprendre. Et donc, cette question de données, elle est centrale, et notamment si vous avez des projets, vous, de mettre en place des choses, c'est de se préoccuper de savoir les données dont vous disposez et peut-être de déjà travailler à l'acquisition ou à la concentration ou à l'accumulation de ces données. L'exemple de base, vous doutez bien qu'on a besoin d'un historique pour faire une prévision, la plupart du temps. Et ben en fait, la plupart du temps, on n'a pas la vraie demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on aurait pu vendre, parce que quand il y a eu des ruptures, on ne sait pas ce qu'on aurait pu vendre. Puis quand il y a eu des ruptures, en fait, les clients, ils ont repassé des commandes. Donc en apparence, on a des millions de commandes, mais en fait, c'est surévalué par rapport à la vraie demande, parce que les clients qui ne pouvaient pas être livrés repassaient des commandes. Si vous faites sur la facturation, c'est décalé dans le temps, parce que si vous avez livré 3 mois en retard, vous avez facturé quand vous avez livré. C'est douloureux, je ne vais pas insister, mais en fait, c'est basique, hein, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir un historique de la vraie demande. Et donc, c'est dramatique, évidemment. Si vous faites de la vente comptoir, hein, du retail, ou si vous avez des ruptures, les ventes sont perdues. Vous n'avez aucune idée de ce que vous auriez pu vendre et pas moyen de le savoir. C'est impossible, il faut l'estimer. Voilà. Et puis sinon, les historiques sont courts, les historiques anciens sont peu pertinents. On peut parler du Covid, hein, mais c'est vrai que si on remonte là, les historiques de vente de 2021-2022, ils ont été dans certains secteurs d'activité ultra perturbés. Est-ce que c'est intelligent de s'en servir? Est-ce que c'est intelligent d'utiliser plus d'historiques que ça? C'est compliqué. Et qui dit historique court, c'est simple, hein. Si vous avez des prévisions saisonnières, pour estimer la saisonnalité, le poids d'un mois ou d'une semaine dans l'année, si vous avez 2 années d'historique, c'est pas compliqué de comprendre que c'est quand même, on fait la moyenne de 2 points, quoi. C'est extrêmement dangereux. On n'a pas beaucoup de données. Donc voilà, le premier algorithme Holt Winters de lissage exponentiel avec saisonnalité, j'ai eu du mal à retrouver le papier d'origine, parce qu'il est très très vieux, mais il était sur 10 ans d'utilisation des chemins de fer anglais. Et donc, ils avaient 10 années d'historique, et donc, 10 années d'historique, c'est royal. En supply, on est bien d'accord, les ventes d'il y a 10 ans, aucun intérêt. Et l'intérêt du machine learning, une des dernières techniques d'intelligence artificielle les plus évoluées, c'est d'être capable de travailler sur beaucoup de données, de trouver des corrélations. Et donc, il faut des données, il en faut beaucoup et de bonne qualité. Voilà. Donc, c'est un frein. Ça ne veut pas dire c'est pas un bloqueur, mais c'est un frein. Et ce qu'on constate, et ce qu'on a pu constater sur le concours dont on parlait là, c'est que dans de très nombreux cas, les méthodes les plus récentes ne donnent pas forcément des résultats tellement meilleurs que les méthodes plus éprouvées qui existent depuis longtemps. Et notamment quand les données ne sont pas incroyablement bonnes, on n'y arrive pas. Je peux prendre des exemples, mais on va peut-être parler des exemples sur la diapo suivante. L'intérêt de l'apprentissage, c'est quasiment de se dire, tiens, la méthode traditionnelle donne des bons résultats, on va la conserver. C'est ça l'intérêt finalement, c'est que finalement, on s'épargne ce travail d'analyse puisqu'on peut lui demander de le faire pour nous. Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce à quoi vous pouvez vous attendre, et je vais répondre à toutes les questions. De la série temporelle, je l'ai mis en premier, c'est-à-dire que j'analyse des historiques de vente et je les projette dans le futur. Donc on parle de best fit, hein, c'est-à-dire de trouver la méthode qui aurait le mieux collé dans le passé, qui aurait fait les meilleures prévisions dans le passé, d'où best fit. On fit les modèles, on a des modèles paramétriques et on fait varier les paramètres jusqu'à ce que la courbe ait la bonne forme et qu'elle se colle bien aux prévisions. Donc ça, on le fait depuis longtemps et on continue à progresser. Et il y a des algorithmes effectivement plus récents de machine learning, donc d'apprentissage, qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Les derniers modèles
certains ont été utilisés dans le concours dont on parlait, qui détectent des changements de niveau, par exemple, ce qui n'était pas le cas dans les méthodes traditionnelles. Il y a des nouveaux algorithmes qui vont un peu plus loin, mais évidemment, qui dit changement de niveau, dit encore plus de variabilité et dit encore plus le risque de copier le passé, mais de ne pas faire forcément de bonnes prévisions. En profite pour répondre à la question sur les reports de jours fériés, c'est le moment. Oui, oui, parce qu'effectivement, quand on descend à la maille jour, on va en général calculer le poids d'un jour dans une semaine. Et par apprentissage, c'est compliqué, mais par apprentissage, on est capable de calculer. Le système est capable de calculer l'effet jour férié, notamment. Sans rentrer dans le détail du comment j'allais le faire, mais on n'a pas le temps. Mais oui, si on lui signale quels sont les jours fériés, il faut quand même faire ça, mais si on lui dit quels sont les jours fériés, il est capable d'en tenir compte. Et de se dire, tiens, en fait, on perd 20% des ventes, il y a 20% qui sont reportés sur le jour d'après et 60% anticipés sur le jour d'avant, par exemple. Ça dépend des métiers et il faut vraiment faire l'analyse au cas par cas. Et ça fait partie des choses effectivement qu'on peut faire. Petite anecdote d'ailleurs sur les séries temporelles. Ce qui donne, en tout cas nos expériences à nous, disent que une des méthodes qui donne les meilleurs résultats, c'est de prendre la médiane de plusieurs méthodes qui fonctionnent bien. Et c'est contre-intuitif. Ça m'a choqué les premières fois que je suis tombé sur ces résultats-là. Mais on a différentes méthodes. Et en fait, choisir celle qui aurait donné les meilleures prévisions dans le passé, on se dit, c'est le bon sens, quoi. Et c'est pas forcément celle qui donne les meilleures prévisions dans le futur. Souvent, celle qui donne la meilleure prévision, c'est on prend 3-4 modèles qui étaient ceux qui marchaient bien, et on prend un truc médian qui passe au milieu, et c'est souvent ça qui fonctionne le mieux. Donc, pour la petite anecdote, parce que c'est une prévision raisonnable, moins spectaculaire, et en fait meilleure, suivant comment on la paramètre. Et pour la petite histoire aussi, sur le concours en question, on s'est rendu compte que une méthode arrive bien classée dans ce concours. Donc, la deuxième partie du concours à laquelle Colibri n'a pas participé parce qu'il faut donner les sources et qu'on ne donne pas nos sources, mais c'est intéressant aussi de voir qu'arrive assez bien classée une méthode. Alors une méthode naïve, je ne suis pas sûr de la méthode. Ce qu'on appelle les méthodes naïves, c'est les méthodes très bêtes du genre je recopie la dernière valeur ou je te mets la vente de la même semaine l'année d'avant. On appelle méthode naïve cette catégorie de méthodes toutes bêtes que tout le monde sait faire dans Excel, qui ne sont donc pas de l'IA, et qui arrivent extrêmement bien placées. Et là où l'IA peut être intéressante, c'est de se dire, tiens, sur ces produits-là, peut-être ce qui est intéressant, c'est juste de reprendre la même chose que l'an dernier, ou de prendre, la dernière vente, ou de prendre la moyenne de la dernière vente et de la dernière prév. Donc ça, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui depuis longtemps et qui continue à progresser. Et j'ai mis à droite une approche globale, c'est-à-dire que ce qu'on appelle série temporelle, c'est je prends produit par produit, prévision par prévision, je prends l'historique et puis je le projette. Mais ce qu'on appelait prévision endogène en fait, mais à une époque, mais le vocabulaire change. Et en fait, on a là où on peut attendre du progrès et où on se heurte au frein, mais où on a du progrès, c'est prévision globale. Prévision globale, il est intéressant au sens où on va essayer de faire une prévision, non pas prévision par prévision, mais d'avoir une approche d'ensemble. Donc, trouver des corrélations entre produits. Alors, trouver des corrélations entre produits, c'est simple. C'est un exemple fictif. J'ai parlé, ce qui était un exemple réel, mais très ancien, des décalages entre vente d'un. Alors, ce n'était pas imprimante et encre, c'était appareil photo et objectif. C'était les premières études d'Amazon. Mais j'y reviens, je vois qu'il y a des questions. Mais ces corrélations entre deux produits qui dit, quand je vends ce produit-là, 2 mois après, je vends celui-là, c'est hyper intéressant, c'est impossible à découvrir tout seul. Surtout que souvent, les produits sont dans des rayons différents. Appareil à raclette,
fromage à raclette. C'est clair qu'ils ne sont pas dans les mêmes rayons, personne ne va penser à rapprocher les ventes alors qu'elles sont fortement corrélées. Ou même pour rester dans l'agroalimentaire, fromage à raclette, viande des grisons, enfin, Alp Supply Chain, hein, je prends des exemples qui sont loin des huîtres et du vin blanc. Mais découvrir ces corrélations-là permet de gagner énormément de temps en se disant, alors quand les ventes sont synchronisées, ça permet de les grouper. Et c'est notamment ce qu'on fait avec la clusterisation aussi, c'est de regrouper tous les produits qui ont les mêmes comportements, la même saisonnalité, la même tendance, on les met dans un paquet et on les prévoit en global. Ça améliore la prévision et vous, ça vous donne une information extrêmement importante. Et en corrélation, là où on a encore plus de valeur, c'est soit en corrélation entre produits, de se dire systématiquement 3 mois après avoir vendu ça, je vends ça, parce que ça vous améliore la prévision du second. Voilà. Ou des corrélations avec des facteurs externes. Et ça, alors j'ai un exemple, toujours pour rester dans ce qui nous parle. Une grande enseigne de la grande distribution française nous disait en septembre de cette année, les stocks de raclette étaient à zéro dans tous les hyper. Parce qu'il a fait une météo épouvantable en septembre, que tout le monde s'est dit, tiens, ce serait bien une bonne raclette, et qu'évidemment, personne n'avait prévu des stocks de raclette pour septembre où normalement il fait beau. On ne pouvait pas le prévoir, ça c'est important. En météo, on ne peut pas prévoir la météo à plus qu'une semaine, 2 semaines à tout casser pour la température et pour les précipitations. Croyez-moi, je fais de la moto, 2 heures, c'est déjà beaucoup. Mais, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire, les ventes de raclette, les ventes records de raclette de septembre, il ne faut surtout pas que le moteur d'IA remette un pic de vente en septembre de l'an prochain. C'était lié à une anomalie météo. Et cette anomalie-là, il faut l'intégrer et se dire, les ventes normales, c'est que le pic de vente de raclette se situe plutôt en novembre. Alors on peut intégrer dans l'incertitude que ça peut démarrer en septembre, mais en tout cas, les ventes normales sont plutôt sur novembre. Donc, ces corrélations météo sont importantes, non pas soit à très court terme pour effectivement ajuster les stocks qui sont à proximité des consommateurs en fonction d'une météo à relativement court terme, mais surtout pour avoir un historique corrigé des effets météo. Les assistants, je vais répondre à vos questions, hein, vous inquiétez pas. Exactement. Je vois les questions. Les assistants qui permettent de l'analyse de données, hein, qui permettent de dire est-ce que tu peux me montrer, me superposer telle courbe, me montrer telle donnée. Voilà. Les assistants sont intéressants dès qu'on sort de la routine. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. En fait, tant que vous êtes dans un travail de routine, de validation de la prévision, de passage en revue de comment démarrent les promos, etc., vous faites toujours la même tâche. Si vous utilisez une solution, que ce soit un Excel, une solution pro, peu importe, en fait, vous allez toujours faire la même chose. Donc, normalement, vous vous êtes créé vos outils, vos reports qui vous permettent d'aller vite. En revanche, le métier de la supply et de la prévision, c'est de la prise de risque. Donc, on est tout le temps en train de faire des analyses et de se dire, tiens, pourquoi j'ai mes ventes qui ont décollé? Pourquoi elles se sont effondrées? Vous avez demandé à vos gens de terrain, ils ne vous ont pas donné la réponse. Là, vous pouvez aller chercher de l'info, chercher de la corrélation, essayer de comprendre et donc chercher à faire des analyses que vous ne faites pas toutes les semaines. Donc, vous n'avez pas le report standard. Là, l'assistant, il est irremplaçable parce qu'il vous fait gagner un temps fou. Et c'est sans doute, j'ai vu que vous utilisiez les assistants, vous pouvez demander aux assistants de vous tracer des courbes, de vous superposer des courbes, de vous chercher des corrélations. Et là, ça a une valeur incroyable. Et effectivement, la deuxième étape, c'est quand vous faites ce genre de choses compliquées-là, c'est effectivement d'interagir avec votre système grâce aux assistants. J'ai passé pas mal de temps. Promo-lancement par analogie, c'est la même chose que les prévisions globales. On a un petit frein, c'est-à-dire qu'on n'a en général pas un historique de lancement. On n'a pas des milliers de lancements parce qu'en général, vous ne lancez pas les produits toutes les semaines. Donc c'est un peu plus compliqué. Le frein sur les données est présent. Mais on peut quand même estimer des volumes promo par analogie à l'effet des promos passés, par type de promo, et c'est assez compliqué à faire, mais on peut arriver à des résultats probants dès lors qu'on a des bonnes données. Alors, je vais garder du temps pour répondre aux questions. Il nous reste 9 minutes, Cédric. Exactement.
Eh ben, échange libre, eh bien, ça tombe bien Voilà. puisque des personnes t'ont déjà posé des questions. Ouais, et je vais y répondre tout de suite parce que je vois le chat, du coup j'en profite. Le nombre d'années d'historique pour faire une bonne prévision. Eh bien, la réponse, elle est à deux échelles. Si vous pensez, enfin, pour un produit qui n'est pas saisonnier, on n'a pas besoin d'un historique très très long pour faire une bonne prévision. Dès lors que les prévisions sont stabilisées, dès lors que les ventes sont stabilisées, au bout de quelques mois, vous ferez une assez bonne prévision. En revanche, si vous avez des ventes saisonnières, ben là, on se repose la question de savoir il me faut combien de saisons pour calculer un effet saisonnier. Est-ce que je fais la moyenne de 2, de 3, de 4, etc. Donc, ce qui se dit souvent, c'est que 3, c'est bien. Au-delà, on a le problème en supply que les historiques les plus lointains ne sont pas forcément pertinents, ils ont été perturbés, etc. Et moins, on a un peu ce problème de faire la moyenne de 2 points et de prendre un petit peu des risques. Et surtout, euh, 3 années, c'est bien, surtout si on calcule les saisonnalités à un niveau suffisamment agrégé pour avoir des données bien régulières. Donc, On a une autre question, Cédric, qui nous ouais, dit si j'ai déjà des solveurs d'optimisation chez moi, voilà, je pense aux solveurs d'Excel, hein, j'ai déjà de ouais. l'IA dans mes systèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le solver, ouais, je suis d'accord. Le solver d'Excel est une forme d'IA, exactement. Et pour avoir fait l'exercice, le best fit, hein, le fait de chercher les paramètres qui permettent de faire les meilleures preuves, je l'ai fait dans Excel en utilisant le solver. Ça ne se met pas à l'échelle, c'est impossible de faire ça sur 1000 produits. Mais sur un petit nombre de produits, on y arrive assez bien. Donc oui, le solver d'Excel est un petit moteur d'optimisation qui permet de faire des tâches complexes. On a tendance à dire que ce qui est faisable en Excel n'est pas de l'IA, en excluant ces fonctionnalités avancées-là de type solver. Alors, on a aussi une question sur la dépollution des historiques qui est importante, puisque tu l'expliquais, à un moment, quand on a Oui. un pic, comme en septembre, il ne faut pas le reprendre pour l'année dernière. Est-ce que l'IA va permettre de rendre tout ça moins fastidieux? Est-ce qu'il y a des automatisations à imaginer ou est-ce qu'il y a des alertes? Est-ce qu'on est dans quel sujet là quand on est sur la Alors, on est dans dépollution? plusieurs sujets. La dépollution d'historique, moins fastidieuse, on va aller du plus simple au plus sophistiqué. Le plus simple, c'est de détecter les valeurs suspectes, donc d'utiliser tout ce dont on vient de parler, l'IA, l'apprentissage, les saisonnalités, les tendances, les niveaux de vente, et cette variabilité des ventes pour dire, bon, c'est un produit qui ne se vend pas très régulièrement, mais là, quand même, on sort du corridor de ce qui est acceptable. Donc, c'est de la détection. Ça existe déjà. Et ça rend l'historique, la dépollution moins fastidieuse parce que tous les mois, on va toper les ventes anormales du mois dernier. Et donc, normalement, si tout va bien, vous n'en avez pas 10 000. Et donc, vous corrigez les 10-15 ventes anormales du mois dernier. Ce n'est pas fastidieux si on a déjà des alertes. Après, la correction, on n'est pas obligé de la faire. On a des algorithmes qui sont plus ou moins sensibles à des valeurs anormales. Euh, et, et, là où on peut aller plus loin, c'est de la corrélation. C'est-à-dire que à la question, l'exemple qu'on peut donner, on a des clients qui ont des ventes qui sont sensibles aux fêtes religieuses et comme vous le savez, elles se décalent dans le temps. Alors soit on a la Pâque chrétienne qui avance et qui recule, ou on a Ramadan qui décale tous les ans de 3 semaines, qui fait que ce n'est pas une saisonnalité parce que c'est un truc mouvant. Ça se détecte et du coup, ce n'est plus une valeur anormale. On n'a pas besoin de le dépolluer parce que le pic ou le creux est expliqué et sera reproduit. Voilà. Et on a des méthodes qui sont moins sensibles que d'autres aux ventes anormales. Ben, Euh, ouais. justement, ça fait le lien avec l'autre question. Pour les effets de causalité, est-ce qu'on peut acheter des bases de données à côté pour compléter finalement nos propres données, nos historiques, hein, Oui. et qui a peut-être faire des effets de causalité, de corrélation, pardon. Eh bien oui. Alors, vous Ah n'avez oui, même pas besoin de les acheter, au sens où Météo France vous donne, pour la France en tout cas, vous donne accès gratuitement aux données météo françaises maintenant, parce que c'est un service public et donc c'est gratuit tant qu'on ne dépasse pas un certain nombre de requêtes. Et oui, il existe des plateformes d'achat de données externes pour alimenter l'IA. On parle de la météo, mais il y a tous les panélistes, hein. Enfin, alors si vous êtes dans la pharma, il y a des panels spécialisés dans la pharma ou dans la grande distrie, tout le monde les connaît et ce sont des données qui sont chères souvent
mais qui sont extrêmement précieuses, hein. On fait beaucoup d'exercices, évidemment, chez nous avec nos clients. Typiquement, les gens qui sont B2B, donc qui vendent, par exemple, à la grande distribution, ils ont pas le vrai signal des ventes. Ils n'ont pas les sorties de caisse. Et du coup, les corrélations avec la météo, par exemple, sont super difficiles à trouver. On aurait les sorties de caisse à la météo, on saurait faire ces corrélations et on saurait beaucoup mieux savoir, on saurait beaucoup mieux quel indice météo influence quelle vente. Et donc oui, il en existe plein. On peut en rediscuter, mais il en existe plein qui permettent effectivement d'alimenter l'IA directement. Ouais, panel, indices de construction, si vous êtes dans le bâtiment, vous pouvez acheter les indices du CSTB ou les récupérer, qui sont des grands indices, hein, qui vous permettent au moins de faire des analyses à très haut niveau. Et il y avait une question après, Cédric, sur les algorithmes que vous utilisez. En ML, est-ce qu'ils sont supervisés, pas supervisés? Ouais, le gros c'est du supervisé. Le gros des troupes, c'est du supervisé parce qu'on va être sur du calcul de prévision, du machine learning. Donc, on va vraiment, euh, on va vraiment être plutôt dans du supervisé. Le non supervisé, c'est tout ce qui est clusterisation. C'est essayer de regrouper tous les produits qui semblent se comporter de la même manière. Bon, là, on va laisser le système découvrir tout seul ces choses-là. Mais en général, en supply, on est sur du supervisé la plupart du temps. Je ne sais pas si un de mes collègues veut oups, excusez-moi, ça c'était tout prévu. Si un de mes collègues veut intervenir, mais en général, c'est du supervisé. Alors, on avait une question un peu plus générale pour terminer. On n'est pas forcément sur l'IA des prévisions, mais est-ce que, à ton avis, on est susceptible de généraliser l'IA en interne pour avoir accès à ses process, avoir accès à ses données? Est-ce que toi, tu vois une paupérisation ou une généralisation de ce type d'outils? Alors oui, parce il se diffuse partout et de manière générale. On parle de prévision de vente, mais on peut faire des analyses de fiabilité fournisseur. Enfin, on peut essayer d'anticiper, on peut essayer de trouver des corrélations au hasard entre le nouvel an chinois et les retards fournisseurs asiatiques. Donc, ça va se diffuser partout. Et la chose peut-être importante qui n'est pas liée à l'IA, c'est que utiliser une IA pour aider à générer des prévisions, c'est bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Baptiste, c'est quand même bien que tout le monde puisse venir repasser dessus, valider, amender, et donc diffuser au moins le résultat du calcul de prévision, le diffuser pour récupérer des réactions par rapport à ça, c'est un vrai bénéfice. C'est compliqué de demander à des forces commerciales, vous allez vendre quoi? C'est plus facile de leur dire, on pense que vous allez vendre ça, d'accord ou pas d'accord. C'est toujours plus facile parce qu'il y a un petit côté feuille blanche qui va embêter les gens. Et je sais très bien, les gens, quand ils ont ça, ils vont prendre les ventes de l'an dernier, CTRL-C, CTRL-V en disant, vas-y. Plus 5%. Voilà. Voilà. Alors que les faire réagir par rapport à une proposition, merci Mehdi. Donc Mehdi Carab qui vient de répondre, hein, qui est monsieur IA chez Colibri, qui confirme que les modèles sont supervisés pour la grande partie. Parfait. Après, on avait une question sur le regroupement de ces données là, un peu disparates, qui valent très cher ou qui sont publiques, hein. Ouais. Est-ce que, je sais pas, on a une espèce de réflexion globale sur l'IA en France? Est-ce qu'on a un comité, un observatoire, quelqu'un qui se dit, bah tiens, il faudrait que ces data, on arrive à avoir une stratégie peut-être nationale ou par secteur? Alors, pas à ma connaissance, mais là peut-être que j'ai raté quelque chose. Pour l'instant, les préoccupations qu'on a en IA en France sont plutôt de s'assurer qu'on développe les technos, que nos cerveaux partent pas à l'étranger. Enfin, voilà, les préoccupations des pouvoirs publics sont plutôt centrées sur le fait de maintenir les compétences et de développer les compétences en France. Et elles existent, hein. Je rappelle que c'est sans doute un des pays où on a le plus de cerveaux en IA en France, que le responsable de l'IA chez Meta est un chercheur français qui est basé à Paris, par exemple, au hasard. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas ces réflexions-là sur le regroupement de données. Et c'est un sujet intéressant, mais qui devrait plutôt être pris en charge par les gens qui s'occupent de supply chain que les gens qui s'occupent d'IA, qui sont peut-être un Oui. peu plus... Ouais, ils sont moins focus sur ces thématiques-là. Alors, on a Oui, Elodie qui nous dit justement,
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en compte que la météo? J'imagine qu'effectivement, il y a des événements sportifs, Les événements il peut y avoir sportifs, plein de choses qui impactent les ventes. les La fêtes religieuses pour réglementation. certains types de produits, les événements sportifs, on en a parlé, les autres ventes des indices de construction, enfin, dans le BTP, vraiment, entre la vente de matériaux et les permis de construire, il y a un décalage dans le temps, évidemment. Donc, alors, c'est très global, ça ne va pas être au produit, ça va être vraiment sur l'activité. Mais si on vous annonce, si vous vendez, je ne sais pas quoi, si vous vendez des produits d'isolation extérieure et qu'on vous dit, tiens, les permis de construire ont doublé ce mois-ci, c'est des commandes, hein, ça va tomber. Donc oui. Après, est-ce que c'est pris en compte automatiquement dans une IA ou est-ce que vous en servez vous pour amender votre SNOP et vos prévisions à la main? C'est un autre sujet. Voilà. Oui, parce que sinon, ça peut être très complexe, hein, le temps qu'on va passer à faire la prévision, à créer un modèle d'intelligence artificielle, alors que cette information qualitative, vos commerciaux qui connaissent leur marché, ils vont vous le dire, hein. Ah, attention, il y a une réglementation qui passe, il y a quelque chose, ça va bouger. Oui, et en fait, pour qu'une donnée externe soit exploitable, il faut qu'elle soit régulière, qu'on l'ait souvent. C'est-à-dire que cette donnée est apparue régulièrement dans le passé, pour qu'on puisse analyser son effet dans le passé. Et changement de réglementation, typiquement, il n'y en a pas suffisamment souvent pour qu'un modèle d'IA se dise, ah ouais, moi je sais bien, hein, quand on augmente la TVA, on perd 5% des ventes. Ben non, parce qu'en fait, heureusement, la TVA, elle n'augmente pas tous les 6 mois, donc en fait, on a du mal. Par contre, les élections, il y en a tout le temps dans tous les pays, et elles sont juste désynchronisées parce qu'elles n'ont pas le même cycle, et ça, on peut le savoir. Ouais, après l'effet d'une élection sur les ventes, je pense qu'il est compliqué à comprendre aussi. C'est plus Oui. ça relève du SNEP, de la direction générale, qui va dire, ben tiens, vu le résultat de l'élection, je pense que les investissements vont augmenter ou diminuer suivant, je sais pas quoi. Euh, et, euh, et voilà. On est plus vraiment sur les données externes exploitables, on est plus sur des indices sur de la météo, sur des permis de construire, sur les indices de construction, sur des panélistes, voilà, sur des choses comme ça, où là, on va pouvoir les prendre en compte plus facilement. Bon, c'est parfait. Il est midi 4, donc comme on avait dit qu'on allait finir à l'heure et qu'on a déjà quelques participants qui sont partis, je Parti, pense ouais. qu'il faut qu'on arrête cet échange libre qui est passionnant. On voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les prévisions. C'est un domaine qui est, comme tu l'as dit, en évolution permanente et qui s'accélère encore plus. Donc, ça fait poser des questions, on le voit. Donc, vous pouvez revenir vers Cédric ou vers Mehdi, hein. Voilà, l'adresse email de Cédric, vous lui passez un petit message, il vous répondra. Il assure le SAV du webinaire, bien évidemment. Exactement, ouais. Je te remercie par avance. Ce webinaire on peut considérer qu'il est terminé maintenant. Il va être remis sur notre chaîne YouTube. Je te remercie beaucoup pour avoir plongé dans les prévisions des ventes avec l'IA pour nous redonner de la hauteur, mais toujours pour nous remettre dans le concret. C'est génial. C'est vraiment pertinent. Je te remercie énormément pour ce travail-là. Et puis, on a programmé des prochains webinaires aussi ensemble, hein. On va peut-être sortir des sentiers battus avec l'IA. On est en train d'en parler. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi vos propositions de webinaire sur la prévision des ventes, sur le processus SNOP, puisque Cédric, il a une grande expérience là-dessus. Et ça nous fera plaisir de se triturer les méninges sur ce genre de futurs webinaires. Donc, je vous remercie tous, hein, plus de 70 participants, une pointe à 80. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne deuxième partie de semaine, un bon mois de novembre, une bonne fin d'année tonitruante, on espère pour vous. Et on vous dit à très bientôt sur un prochain webinaire. Cédric, le mot de la fin, c'est pour toi. Merci à tous. Je n'ai pas beaucoup de questions intéressantes, beaucoup de réactions. C'était très agréable. À bientôt. Le mot de la fin, c'est à bientôt. À bientôt. Super.